Que feriez-vous pour protéger votre fille? Quitter votre mari violent? Changer de vie? Appeler la police? Demander l'aide de la justice? Supplier? Et si ce que demandait la justice en retour pour votre protection était plus odieux que le crime lui-même? Film et série recap. Bonjour et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui un épisode de la série New York Unité Spéciale, appelée Circonstances atténuantes. À la fin de l'épisode, vous vous demanderez, a-t-on vraiment arrêté le bon criminel? J'espère que vous apprécierez. L'histoire commence sur une froide matinée, sur les quais des entrepôts de New York, vide à 16 heures. Une jeune SDF erre sur cette zone déserte et repère une voiture de luxe abandonnée. L'homme semble endormi. Elle tente de le voler, mais la vision de l'intérieur du véhicule fait fuir la jeune fille. L'homme est sans vie, criblé de balles. Plus tard, les détectives Munch et Cassidy sont appelés sur la scène du crime après que des officiers de patrouille aient découvert le corps. Ils font partie du département de la police de New York spécialisé dans les crimes à caractère sexuel. Ils ont été spécialement contactés pour cette affaire car la victime a été retrouvée le pantalon baissé, et en plus de ça a succombé à plusieurs coups de feu, mais ceux-ci ont été concentrés dans des régions assez spéciales. Une à la tête, mais aussi plusieurs au niveau des parties intimes. Prouvant le caractère spécifique et personnel du meurtre. La fouille de la voiture leur permet de trouver l'étui devant avoir contenu l'arme du crime, ainsi que l'identité du défunt. Ils rappellent les troupes, leur signalant l'urgence. L'homme ici présent était un homme important, un juge de New York. Plus tard au commissariat, les inspecteurs réunissent ce qu'ils ont trouvé sur le juge. La victime était, le juge Varela, un juge très connu. Féministe, et parrain de nombreuses associations pour le droit et la protection des femmes. Reconnu et respecté. Il est également connu pour être particulièrement sévère avec les délinquants sexuels. La question est comment un juge, bien sous tout rapport, se retrouve mort sur les quais isolés dans ces circonstances. Rien ne lui a été volé, et l'hypothèse d'une simple exécution est rejetée au vu du caractère délicat de la forme. Cela amène à une raison plus intime. Le capitaine Cragen envoie l'inspecteur Benson, et son coéquipier l'inspecteur Stabler au bureau du juge, retracer son emploi du temps le soir de son décès. Il envoie aussi les inspecteurs Cassidy et Munch fouiller les dossiers et affaires du juge, pour trouver si l'un des criminels condamnés par lui n'est pas récemment sorti. Au bureau du juge, Benson et Stabler interrogent sa secrétaire sur un événement anormal dans l'emploi du juge, sur des ennemis potentiels, d'anciens condamnés avec les plus forts mobiles pour lui en vouloir, ou même la présence d'une maîtresse. L'emploi du temps ne montre rien hors de l'ordinaire, et le juge a condamné bien trop de personnes au fil des années, qui en retour lui ont envoyé des menaces. Quant à l'éthique du juge, elle soutient que le juge était un homme droit, à qui elle doit beaucoup, elle, comme beaucoup de femmes. La peinture faite du juge est celle d'un grand homme, noble et droit. Dans la salle d'autopsie, le médecin légiste confie son rapport sur le juge. La première balle tirée n'était pas sur la tête, mais sur les parties génitales. Ce n'est qu'après quelques minutes que la seconde balle a été tirée. Le tireur voulait le voir souffrir. Et surprise, de la salive d'origine féminine, et du rouge à lèvres a été trouvé sur ses parties. Il décide d'aller voir la femme du juge. Toujours en deuil, il l'interroge. Il découvre que le juge et sa femme n'étaient pas très proches. Il l'interroge sur une possible maîtresse. La femme du juge prétend ne rien savoir. Ils interrogent ensuite la vice-présidente de l'association d'aide pour les femmes, dont le juge était parrain, Emily Waterbury. Elle soutient elle aussi l'image du juge dans son combat pour les femmes, mais prétend ne pas être proche de lui, sauf pour les affaires. Elle les oriente vers les hommes qu'il a condamnés. Munch et Cassidy, qui devaient fouiller les affaires du juge à la recherche de libérer récemment condamné par le juge, trouvent un suspect potentiel, Delfino. À peine se dirige-t-il à l'appartement inscrit dans son dossier qu'il le trouve en train de passer à tabac son ex-copine. Les inspecteurs l'arrêtent et l'emmènent au poste. Ils l'interrogent. Delfino n'est pas un ange, condamné pour port d'armes et violence domestique, il se défend du meurtre du juge. Néanmoins, les inspecteurs remarquent que son cas est étrange. Durant son procès, il a menacé ouvertement le juge, et pourtant, 3 jours plus tard il est ressorti sur parole. C'est impossible. Delfino leur dévoile que le juge, si noble, était corrompu. Il l'a extorqué. Échangeant une forte somme d'argent, contre sa liberté. Un don pour une de ses associations. Les inspecteurs sont sceptiques des propos du récidiviste. Les relevés téléphoniques sont arrivés. Dernier appel, Emily Waterbury. Les choses ne collent pas. Plutôt, elle prétendait ne pas trop connaître le juge. Il décide de lui rendre une seconde visite.
Elle se défend encore, mais les inspecteurs ont enquêté sur elle. Avant la rencontre avec le juge, Emily a eu un passé très trouble. Prostitution et drogue avec des petits copains particulièrement violents. Le juge l'a sauvée et recommandée. Il se demande en échange de quoi. Elle ne leur dit rien. Les deux enquêteurs décident alors de jeter un coup d'œil sur les associations parrainées et ses transactions financières obtenues par le juge. Ils ne retracent aucun appel de son bureau, mais trouvent de nombreux dons très élevés, de plusieurs milliers de dollars, de compagnes de détenus qui passent en rejugement, dont celui de la copine de Delfino pour un refuge pour les femmes. Elles sont toutes orientées vers l'aide aux femmes en danger, mais ce qui veut dire aussi, aux femmes vulnérables. Il en avait une dizaine. Il découvre 4 millions de dons grâce à lui en un an, pour ses petites charités. Il retourne voir Emily. Elle avoue que ces dons venaient de condamnés pour agression à l'approche de leurs paroles. Ils étaient acceptés par le juge, en échange d'un vote positif d'Emily et du bureau de libération sur parole. C'était lui qui décidait si oui ou non quelqu'un sortait, pas le comité. L'argent n'allait pas au juge, mais bien aux associations, et pour les pots de vin du comité. Le juge Verala, lui voulait autre chose. Que les femmes le satisfassent à genoux. Emily dévoilait qu'il n'en avait rien à faire des victimes. Ils s'entretiennent avec l'une des femmes liées à une affaire du juge. Celle-ci corrobore ses exactions. En effet, il lui a demandé de se donner à lui pour libérer son petit ami. Elle était enceinte. Et pire, il ne l'a même pas fait. Ils ont un mobile, mais maintenant qui a commis le crime? Munch et Cassidy retrouvent la SDF qui avait découvert le corps. C'est une SDF accro au crack. Elle a assisté à la scène et vu la femme qui est sortie de la voiture. Ils essaient de lui faire un portrait robot, mais celle-ci a des difficultés dues à l'influence de la drogue, mais se rappelle qu'elle était en uniforme. Ils décident d'aller rendre visite au bureau des libérations sur parole. Selon Emily, 2 sur 3 sont corrompus. Ils décident de voir avec le 3e. La dernière membre du comité admet à mi-mot les affaires de corruption. C'était sa parole contre la leur, et elle avait besoin de ce poste. Ils examinent alors la dernière affaire de libération avant la mort du juge. La libération de Roger Silver. Il a été arrêté pour violence conjugale contre sa femme, Gina Silver. Il a toujours vu sa demande de parole refusée. Ils ne comprennent pas comment elle peut vouloir qu'un homme qu'il a envoyé si souvent à l'hôpital sorte. Ils vont à sa rencontre. Gina est hôtesse de l'air. Ils l'interrogent sur le juge, qu'elle prétend ne connaître que du refuge pour femmes seulement. Selon les relevés, depuis 2 ans et demi, 4 fois par semaine il s'appelait. La femme a peur, et même sa fille panique demandant si c'est à propos de son père. Ils l'amènent au poste. Ils ont leur principal suspect. Lors de l'identification, la SDF n'arrive pas à la reconnaître. Mais ils ont de l'ADN, ses empreintes sur la porte, un mobile et probablement le rouge à lèvres utilisé. Il est temps qu'elle se mette à table. Elle avoue que le juge abusait d'elle. Les appels étaient les jeux pour exciter le juge, ainsi que ses nombreuses confidences sur ses magouilles. Chaque année, à la révision des appels, elle devait soit payer cash, ou nature. Mais ce soir-là le juge a dit qu'il voulait arrêter ses affaires, après l'acte bien sûr. Elle était humiliée, mais attendait que le juge passe le coup de fil. Mais au lieu de dire ce pourquoi il s'était convenu, il a fait le contraire, et lui a ri au visage, alors qu'elle pleurait. De colère, elle a pris son arme et l'a tué. Elle a fait tous ces sacrifices pas pour que son mari sorte, mais pour le garder en prison, et ce soir-là, après l'avoir violée et humiliée, le juge l'a fait libérer. Il retrace l'affaire de Gina. L'inspecteur qui était sur l'affaire est encore choqué. Elle a demandé une interdiction d'approche et en récompense, son mari lui avait cassé une chaise sur le corps et frappé avec un marteau. Gina s'en était à peine sortie, et il a prétendu qu'elle s'était faite ça toute seule. Il a été emprisonné pour tentative de meurtre. Tout le monde au commissariat est dégoûté par ce juge ripou qui abusait du système judiciaire et des femmes vulnérables. Le cas de Gina n'est pas si simple car le fait d'avoir tué un juge transforme son affaire en poursuite fédérale. Pour se préparer à l'affaire, Cragen envoie Stabler et Benson à la rencontre du mari en prison. Il prétend toujours que sa femme s'est tabassée toute seule. Il l'interroge sur la relation de sa femme avec le juge. Il ne savait pas, et comprend que c'est de sa faute si ses libérations sont refusées. Il s'en va, et leur fait passer un message pour Gina de ne pas intervenir, sinon elle le regrettera. Cragen amène les preuves de la combine du juge Verala en charge de l'affaire de Gina. Gina ne sera pas arrêtée, car le procureur souhaite son aide pour démanteler cette affaire de corruption. Benson et Stabler sont choqués qu'elle s'en sorte sans rien, car elle a commis un meurtre. Ils ont pour mission de délivrer les règles de son immunité à Gina.
Ils traitent Gina avec cruauté. Ils savent que les circonstances atténuantes existent, mais pour eux ce n'est pas une excuse. C'était avant MeToo. S'amusant aussi à faire peur à la victime de violences conjugales sur le fait qu'elle sera faiblement protégée. Ils n'hésitent pas à partager leur animosité envers elle. Gina doit appeler les membres du bureau et les faire avouer leurs crimes pour avoir son deal. Elle le fait avec brio. Gina est libre. Une semaine plus tard, les inspecteurs reçoivent un appel. Ils ne voulaient pas que Gina s'en sorte, et bien son mari vient de la prendre en otage. Benson et Stabler arrivent à l'appartement de Gina. Les officiers leur annoncent que les négociateurs ne sont pas encore là et pensent que la mère de famille n'en a plus pour longtemps. Ils entrent. Roger est armé et Gina est en sang à terre, mais toujours en vie. Stabler se met à découvert et tente de le faire se rendre. Roger semble hésiter, mais c'est un monstre. Après un moment, il lève son arme pour tirer sur Stabler, mais Benson agit vite. Gina est sauvée. L'épisode finit sur les inspecteurs jetant un œil à Gina, son avis sur elle, et son réel danger changé. Fin. J'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ou recommandez de nouveaux films à explorer. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous, et à bientôt sur Film et Série Recap. Au revoir.